Merci à vous, merci de m'accueillir, merci à vous, merci cher Alain Clot. Où va le monde? Évidemment, c'est un sujet difficile en 15 minutes chrono. Je vais essayer de tenir l'exercice. La réponse pourrait se faire en une seconde. Le monde ne va pas excellemment et ça, on en a tous conscience. Je ne vais pas vous parler de conjoncture économique parce que le premier sous-gouverneur de la Banque de France évoquera ce sujet dans un instant. Ce serait effectivement, je vais essayer moi plutôt de dézoomer, de vous dire un certain nombre de choses sur l'environnement international et l'environnement économique dans lequel vous travaillez maintenant, plus géopolitique, voire politique. Nous vivons dans un monde que l'on peut qualifier qui est sous un régime de permacrise. La crise un peu permanente, et si on repense un peu, et notamment et spécifiquement en France, au monde dans lequel nous sommes, nous avons vécu depuis une quinzaine d'années, depuis une dizaine d'années même, dans un ascenseur émotionnel un peu permanent. Qu'on y pense. La crise de 2008, crise financière, la crise 2010-2012, crise de la zone euro, 2015 les attentats, 2018 le Covid, 2020 évidemment 2020 le Covid, 2018 les gilets jaunes, 2022 l'Ukraine et l'inflation, le retour de l'inflation qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps, et 2023 le conflit du Proche-Orient qui repart. Ce qui est frappant, c'est à la fois le stress qui peut nous envahir, et d'ailleurs on voit un certain nombre d'entre vous qui s'éloignent de l'information, qui veulent se retirer un peu, ils n'ont peut-être pas tort, et en même temps la très grande résilience que nous avons manifestée les uns et les autres, et j'y viendrai, la grande résilience aussi de l'économie mondiale, malgré les crises, au-delà des crises, qui est assez frappante. Nous sommes dans un monde qui est celui de la compétition, il a toujours été, mais plus sans doute qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, de la compétition plus que de la coopération, de la polarisation davantage que de la modération. 5 tendances, 5 j'allais dire shifts, c'est un basculement qui me semble frappant aujourd'hui. Le premier basculement, c'est l'Occident n'est plus le centre. L'Occident n'est plus le centre. Quand je vous dis 5 basculements, ce sont des basculements qui peuvent être aussi ce qu'on pourrait appeler des catastrophes providentielles, qui sont aussi des opportunités. Nous sommes dans un monde darwinien et il y a évidemment pour vous, pour nous tous, des opportunités. Je le disais, premier élément, l'Occident n'est plus le centre. Depuis des années, on disait l'Occident n'est plus seul. Les puissances émergentes étaient là à côté de nous. Aujourd'hui, l'Occident n'est plus au centre. S'il faut résumer brutalement les choses, la Russie décide de la guerre, a la main sur la guerre, la Chine a la main sur le climat, et l'Inde, si on prend la troisième immense puissance émergente, l'Inde veut changer de nom pour abandonner son nom occidental. Vous avez vu que lors du dernier G20, elle avait indiqué qu'elle s'appelait désormais Bharat, un autre pays. Il y a une sorte de récit qui est en train de se construire, eux et nous. Nous et eux, nous vivons des réalités différentes. Le Sud global se constitue et veut s'installer et installer un autre récit. Il suffit de regarder d'ailleurs depuis 24 heures la réalité des événements au Proche-Orient, sur l'attentat, sur l'attaque à Gaza. On connaît à peu près maintenant à 90% ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est une erreur ou un accident de tir qui est parti de Gaza, mais cette vérité-là, si elle se confirme, ne s'imposera jamais parce qu'il y a 2 lectures aujourd'hui avec des moyens d'information différents, 2 lectures qui vont s'imposer petit à petit, peu importe la vérité, chacun garde sa lecture. Alors, d'une certaine manière, il n'est pas tout à fait anormal que l'Occident soit contesté. Nous fermons une parenthèse d'un siècle au cours de laquelle la taille, la puissance de l'Occident était bien supérieure à sa démographie et à sa taille. Cette parenthèse se termine, c'est assez normal en réalité. Mais comment ce monde, nous passons d'un monde à un autre. C'était frappant de voir mardi et mercredi les images de la réunion organisée par la Chine à Pékin avec 130 pays qui offrait une sorte de sérénité globale face au chaos du monde que l'on a en Ukraine, à l'est
de l'Europe. L'Ukraine est à 1189 km simplement de la frontière française, ça n'est pas loin, et au Proche-Orient. Et on sait que la France a été contestée, est un peu humiliée quand même en Afrique, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. Ce qui est compliqué dans nos pays, c'est que nos opinions publiques sont surchauffées, sont chauffées à blanc par la polarisation. C'est le second mot que j'utilisais tout à l'heure, avec une information qui passe majoritairement par les réseaux sociaux. C'est ce que j'appelle, en empruntant la formule à un dirigeant d'Ipsos, c'est ce que j'appelle la règle de Saint Thomas inversée. Alors Saint Thomas, vous connaissez la formule, Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, les opinions publiques ne voient que ce à quoi elles croient. Chacun, avec les réseaux sociaux, voit ce à quoi il croit. Nous sommes tous dans des couloirs, c'est valable au niveau international, mais c'est valable dans chacun de nos pays. Ça veut dire que, et on le voit bien sur la scène politique française, mais on l'a vu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne, on voit bien que les forces centrifuges qui tirent vers l'extérieur, vers les extrêmes, l'emportent sur les forces centripètes. Ce mécontentement des peuples que l'on ressent un peu partout est pourtant en partie injuste. Alors j'assume de dire ça parce que nous avons des libertés, nous avons des niveaux de vie, nous avons des facteurs de réinvention, d'innovation qui sont tout à fait exceptionnels. Nous ne connaissons pas dans les pays occidentaux nos bonheurs. Vous connaissez la formule, les Français sont des gens qui ne connaissent pas le pays dans lequel ils sont. Ce moment cette période un petit peu de chaos, qui n'est pas sans risque, évidemment, a des conséquences économiques, c'est mon deuxième point. Et la conséquence économique, c'est, au-delà de la résilience fantastique que j'évoquais tout à l'heure, malgré le Covid, l'économie mondiale est repartie en 2021. La guerre en Ukraine, l'économie européenne ne s'est pas écroulée. Elle a inventé des solutions. Et cette résilience est tout à fait à saluer. Mais ce paysage mondial change profondément la donne. Et je le résume en une phrase, moins de marché, plus de politique. Pour les entreprises, des impératifs extérieurs s'imposent de plus en plus aux acteurs économiques, le Covid, la guerre, le retour des frontières, la demande de souveraineté et évidemment le climat. Ça veut dire que la géopolitique remodèle l'économie comme rarement elle l'a fait en fait depuis longtemps. Alors évidemment, sur le plan économique, ce sont les tensions entre la Chine et les États-Unis qui font que l'économie fonctionne différemment. Un livre avait eu beaucoup de succès au début des années 2000, c'était « La Terre est plate » de Thomas Friedman. Eh bien, la Terre n'est plus plate, elle retrouve partout des frontières. Le commerce est du coup moins facile. La mondialisation n'est pas du tout arrêtée, je ne crois absolument pas à cette thèse de la démondialisation, mais elle fonctionne différemment. Elle est plus régionale, elle est ce qu'on appelle le friendship, le nearshoring, et on voit bien que nous sommes dans un monde où les entreprises sont obligées de se dérisquer. Alors, on ne sait jamais très bien s'il faut dire dérisking ou dérisquage, on entend les deux. Bon. Mais le monde aujourd'hui, c'est le China plus one. Il faut encore travailler en Chine, mais il faut aussi avoir des établissements en Indonésie, au Vietnam, au Laos et ailleurs. La grande nouveauté dans le fonctionnement de l'économie, c'est que le protectionnisme n'a jamais été autant assumé par les États-Unis et l'Europe se débat, se pose la question de renforcer ses frontières, de se protéger. Elle a raison. Dans tous les domaines, il n'y a pas de raison de ne pas se protéger. C'était une sorte d'illusion d'imaginer que les économies ne doivent pas se défendre et se protéger. On a vu encore que cette semaine, Nvidia a vu ses puces bloquées par Washington, ses puces les plus sophistiquées, pas toutes, mais ses puces les plus sophistiquées pour les calculateurs d'IA. Au total, l'État a donc, et les États reprennent la main, avec un argument que le capitalisme ne sait pas très bien gérer, les externalités. Ça a une conséquence qui peut en avoir aussi pour vous, c'est le concept de ce que j'appelle l'innovation administrée. C'est les États qui poussent, qui donnent la direction dans laquelle les innovations doivent aller. L'exemple le plus topique, c'est évidemment celui de l'automobile. L'Europe a dit, vous devez
non seulement baisser les émissions carbone des voitures, mais moi, l'Europe, à Bruxelles, je sais ce qu'il faut faire, il faut passer uniquement par la voiture électrique. On s'apercevra très probablement que c'est trop fermé, que c'est une erreur, que la voiture électrique est une solution, mais il y en a d'autres. Et les constructeurs, les industriels sont en train de réfléchir. Troisième point, des nuances quand même à ce paysage pour la tech. Alors, je vais être très très rapide sur ce point, puisque vous allez en parler toute la journée. Elle est naturellement au cœur de la bataille entre les États-Unis et la Chine. Mais dans ce domaine, les États-Unis restent quand même le cœur, au cœur. On a tellement enterré souvent les États-Unis. Après le 11 septembre, après 2008, après la crise du Covid, la crise financière, on a à chaque fois dit le capitalisme américain ne repartira pas. Il repart et il a une faculté d'innovation absolument stupéfiante. La bonne nouvelle de la période, et Alain l'a évoqué tout à l'heure, c'est que, vous savez, depuis une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années, on dit toujours les États-Unis innovent et l'Europe régule. La vérité maintenant, c'est que c'est faux. L'Europe régule et elle a raison de réguler. Je parlais de la polarisation et des fake news et de ce combat fantastique qui se livre entre les autocraties et les démocraties. Mais l'Europe va être capable d'innover, est en train d'innover, notamment dans vos secteurs et votre secteur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pour la France, dans le cas de la France, l'étape qui manque encore, c'est le B2C. Des grands acteurs B2C qui s'imposent au monde et qui montrent au monde que l'Europe a innové. Mais dans le B2B, l'Europe est là, chacun le sait, grâce à tout ce que vous faites, notamment les spécialistes en mathématiques et dans tous vos domaines. L'autre bonne nouvelle, c'est que, contrairement à une légende, le progrès technique continue. Vous savez, on dit beaucoup depuis une dizaine d'années, alors notamment ce sont plutôt les spécialistes, enfin c'est les politiques qui disent ça, ou les responsables sociaux qui disent « il n'y a plus de progrès ». C'est totalement faux. Il y a du progrès partout. Il ne faut pas avoir peur du progrès, il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA ne va pas, s'il y a des postes qui vont être supprimés, d'autres seront créés, comme ça s'est produit depuis 1000 ans. Alors évidemment, la nouveauté, c'est que ça ne concerne pas cette fois-ci les mêmes, c'est plutôt les cols blancs qui se sentent menacés, mais il y a de l'emploi derrière. La grande question, c'est comment l'IA notamment peut est-ce que c'est programme contrôlé pour que nous n'assistions pas à des utilisations malveillantes de ces produits, c'est ce que j'évoquais pour les réseaux sociaux tout à l'heure. Donc ce n'est pas sur le plan économique qu'il faut avoir peur, à mon avis, de l'IA, mais c'est sur des questions plus sociétales et politiques. Ce sont des sujets que les journalistes des Échos suivent quotidiennement. J'ai aperçu Romain Guignot tout à l'heure et Charlie Perrault qui doit être dans la salle. Je fais un peu de pub pour mon journal quand même, c'est normal. Voilà. Quatrième point, la question climatique qui change tout, et je pense que beaucoup de moyens, beaucoup de leviers de financement et de plus en plus vont se diriger vers ces questions-là. Nous n'en sommes qu'au début. Et ça veut dire qu'il va y avoir une concurrence sur le financement, entre tous les sujets, tous les progrès technologiques. Pour évoquer l'environnement et le climat, la nouveauté évidemment, c'est que le climat maintenant fait notre météo, c'est la nouveauté de l'été 2022-2023, et ça change tout. La vérité est aussi que nous ne tiendrons jamais le 1,5 degré, malheureusement, et le troisième élément qui me semble important de dire à ce stade, c'est que nous allons avoir un débat de plus en plus dans tous les pays développés, notamment en France, pour répondre à une question, où faut-il mettre le maximum de moyens ? Faut-il mettre le maximum de moyens dans les tentatives pour atténuer le réchauffement climatique, pour le limiter, et il faut le faire. Mais l'Europe, 8% des émissions, puissance commerciale énorme, mais 8%, 10% des émissions, la France, 1%, il faut le faire. Ou faut-il mettre davantage de moyens au fil des années qui passent vers l'adaptation? Comment allons-nous vivre avec un climat à 2,5 degrés, 3 degrés? Et les questions, évidemment, d'isolation et de climatisation. Je pense que le prochain sujet qui arrivera l'été prochain, c'est la climatisation. L'Europe est le seul continent qui, pour l'instant, refuse de lancer des grands programmes sur la climatisation dite propre, et je pense que ça va changer assez vite. Mais il va falloir mettre beaucoup plus de moyens sur ces questions, et y compris dans vos domaines
ce sera tout à fait essentiel. Dernier point, quid de la France? Où en est la France dans cet univers chaotique, compliqué, difficile, mais résilient malgré tout? Alors par contraste, la France va moins mal que le monde, mais c'est vrai que quand on entend parfois les médias, ce n'est pas tout à fait le cas. Je crois que nous allons globalement moins mal que le monde. La particularité de notre économie, c'est que la France est une économie édredon. Nous ressentons moins les crises, mais nous rebondissons moins bien aussi. Nous ne sommes pas une économie trampoline, nous rebondissons moins bien quand l'économie va très bien. Nous résistons mieux aux tempêtes, on l'a vu pendant le Covid et la crise ukrainienne et l'inflation, mais on prend moins bien le vent quand il y en a. Alors évidemment, si on résiste mieux aux tempêtes, c'est que nous avons une sorte de recette magique qui est l'argent public. L'argent public qui est là en permanence et nous sommes un des rares pays absolument sans complexe sur l'utilisation de l'argent public. Est-ce que ça causera un jour un problème? Très probablement. Est-ce que ça va arriver vite? C'est impossible à dire parce que ça fait 10 ans qu'on pense que ça va arriver, mais nous sommes avec nos finances publiques au cœur d'un immense et profond mystère. Nous avons des déficits élevés, une dette élevée, des prélèvements obligatoires les plus élevés du monde. Et malgré tout, nous sommes assez collectivement mécontents de nos services publics. C'est une équation qu'il serait bon de résoudre. Mais notre chance, c'est que nous avons à la fois des très grandes entreprises qui sont remarquables. Nous avons plus de grandes entreprises mondiales que l'Allemagne. Et nous avons, ça a été dit tout à l'heure par Alain, un écosystème de France Tech, FinTech notamment, qui est tout à fait impressionnant. Vous êtes l'illustration de ce dynamisme. Évidemment, il y a quelques difficultés encore à régler. La France est un pays qui ne travaille pas assez collectivement. Il y a une statistique que j'aime beaucoup, qui est malheureusement assez peu médiatisée. Mais c'est de prendre le nombre d'heures travaillées en France et de diviser par le nombre d'habitants. Pas par le nombre de gens qui travaillent, mais le nombre d'habitants. Et on arrive à, donc les jeunes, les plus âgés, ceux qui travaillent plus, etc., on arrive à 655 heures de travail par an en France. Ça a beaucoup monté depuis 3 ans. La moyenne européenne, c'est 728 heures. Et la Corée, c'est 1048. On a un peu de marge. Voilà. Mais globalement, nous avons une difficulté malgré tout avec le travail et une productivité qui a quelques difficultés en ce moment. Mais, et c'est mon mot de conclusion, c'est, je crois, notre plus grande difficulté, et en fait, il est important que vous soyez là, notre plus grande difficulté, c'est il faut que les élites que vous êtes, économiques, mais aussi les élites politiques, arrêtent avec le pessimisme général sur la France. Je pense qu'il y a une sorte de trahison des élites de sans cesse dire que tout est foutu, tout va mal, que nous avons des données qui s'effondrent et que nous sommes dans un déclin permanent. Il est de la responsabilité de ceux qui sont aux manettes, qui innovent, c'est vous, que c'est le dynamisme que vous vivez dans vos entreprises, eh bien vous en parliez, vous le racontiez, vous le vantiez et pour entraîner tout le monde et que l'état d'esprit général de notre pays change. Et je finis, les colonnes des Échos vous seront toujours ouvertes pour dire cela. Merci à vous.